beaucoup, Adrien, d'avoir accepté cette invitation. Alors qu'on est en plein déconfinement et qu'on pourrait faire plein d'autres choses le dimanche soir. Merci de prendre ce temps avec nous, pour nous, Adrien, en direct depuis Genève. Toi et moi, ça va commencer à faire une histoire ouais, mais d'un certain nombre d'années. Hein. Je ne sais plus très bien quand est-ce qu'on a commencé, mais 2016, c'est sûr, en tout cas. Ça, Donc, c'est sûr. on est tranquillement à 6 ans, là, de 5 ans, 6 ans, ouais. Et donc, ben, moi, je me réjouis qu'on ait pu avancer ensemble. Et merci de nous avoir aussi prêté le nom. Parce que bah, du coup, nous, on s'appelle Antenne Inclusive parce que j'avais vu Antenne LGBTI et je trouvais ça super. Voilà, donc moi, je représente encore quelques semaines l'antenne inclusive de la paroisse Saint-Guillaume, et dont je suis la présidente, mais je suis en fin de mandat là. Et ce qu'on souhaite à Saint-Guillaume, c'est la même chose que ce que vous souhaitez, vous, à Genève, c'est créer des précédents, tracer un chemin d'inclusivité dans l'Église et surtout faire une place cette fois-ci vraie, qui ne bougera plus, inébranlable pour les personnes LGBTIQ+, et puis ensuite continuer le chemin d'inclusivité et inclure toujours plus loin. Toi, de ton côté, tu arrives aussi à inclure les questions liées aux sexualités. Et donc, bah, tu viens aussi nous parler de toute cette spécificité de ce que tu portes. Et nous te remercions. Une petite page de pub avant. Demain, nous recevons à la même heure, 18h30, Queer Chrétienne. Et donc, voilà, bah, c'est comme ça qu'on va clore notre semaine des visibilités en visio. Adrien, je te donne la parole. Merci, Johan. Et comme on est en petit comité, je vais me permettre de gérer un petit peu cette, on va dire, mon intervention un peu en freestyle et de manière spontanée, d'être plutôt assez court dans mon intervention pour qu'on puisse simplement dialoguer et que vous puissiez aussi me poser des questions. Donc déjà, je remercie l'antenne inclusive de Saint-Guillaume pour l'invitation et je remercie aussi de tout cœur Johan pour, pour l'amitié, pour le soutien, pour l'accompagnement au fil de ces dernières années. Parce que je dois aussi vous dire que peut-être que votre antenne, le nom s'est inspiré de la nôtre, mais une grande partie de mon travail et de mes premiers pas dans l'Église et l'inclusivité s'est inspiré de l'expérience de Joanne et de ce qu'elle a pu aussi m'apporter comme soutien et comme voilà, dans une relation d'échange qui a été extrêmement précieux et qui l'est toujours pour moi aujourd'hui. Pour vous dire deux, trois mots sur mon parcours et qui vous permettra de comprendre aussi comment j'en suis venu à proposer la création de cette antenne à Genève. Moi, j'ai grandi dans un milieu évangélique, donc plus fondamentaliste, dans un milieu donc l'homosexualité était condamnée. Mais je dirais c'est important parce que c'était pas juste l'homosexualité, c'était toute sexualité hors mariage hétérosexuel. Donc de toute façon, tout ce qui avait trait à la sexualité, mais aussi bien sûr aux questions de genre, ne rentrait pas en considération. Donc, moi, dans ce contexte-là, j'ai fait le parcours quand même de pas mal de jeunes qui grandissent dans ce type de milieu. On commence à réaliser nos désirs pour une personne du même sexe à l'adolescence et où l'homosexualité n'est bien sûr n'est pas une alternative. Donc, à aucun moment on voit ça comme une possibilité de pouvoir l'assumer. Et j'ai passé toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte à essayer de guérir de cette homosexualité qui était non désirée pour moi, étant donné que je pensais que ce n'était pas la volonté de Dieu pour ma vie. Et voilà, c'était un parcours qui a été difficile, qui a été long, où je suis aussi passé personnellement par des par des thérapies de conversion et par des processus de réorientation sexuelle qui ont été, et je pense que c'est important de le dire, qui ont été faits avec mon consentement, mais maintenant, où se trouve le consentement quand on fait face à l'endoctrinement ou à une pression communautaire qui fait en sorte où le seul choix est de changer ou d'être exclu et de partir.
Pardon, Adrien, comme Erin et Christophe viennent d'arriver, est-ce que tu veux bien, et Flo arrive, Flo de Queer Chrétienne, est-ce que tu veux bien juste reprendre cette phrase-là? Parce que je crois que voilà, ce sont trois personnes tout parties, enfin en tout cas Christophe et Flo, qui tout particulièrement étaient intéressés par cet aspect-là. Voilà. Alors, oui, la dernière phrase, je disais donc en fait, je ne sais plus quelle était ma dernière phrase, Joanne. Tu disais que tu étais dans un milieu où on encourageait aux pseudothérapie de conversion. Voilà. Oui, voilà, où finalement on est pris dans toute une pression communautaire, hein, où la thérapie de conversion ne se fait pas seulement dans un camp ou on n'est plus pas forcément formalisé dans une thérapie de conversion à proprement parler, parce que c'est toute une pression communautaire, hein, qui vous pousse à l'abstinence ou à une réorientation sexuelle, euh, simplement par le fait que les seuls choix possibles sont de changer ou alors d'être exclu de la communauté et finalement de perdre sa communauté, sa famille et aussi son salut. Donc, c'est vrai que pour des jeunes qui grandissent dans ce type de contexte, le choix ne se pose pas et bien sûr que la plupart du temps, on a envie de changer. Et ça a été pour moi, ça a été un long chemin qui m'a fait, voilà, où j'ai vécu une expérience dans l'église à Genève, mais ensuite aussi en Angleterre, à Londres, où j'ai fait une école biblique dans une église pentecôtiste à Londres, puis aux États-Unis, où j'étais dans une université chrétienne, et toujours avec ce désir, cette volonté de faire la volonté de Dieu, de changer, d'espérer pouvoir un jour être ce que je pensais que Dieu voulait de moi. Et tout ça est arrivé à un point de rupture, hein, où il y avait je pense, une telle pression intérieure et un tel niveau de destruction identitaire intérieure et d'isolement où il a fallu que je fasse un choix. Et à ce moment, je me suis éloigné de l'Église. J'ai jamais perdu ma foi, mais je pense que Dieu et moi, on a arrêté de se parler pendant quelques années. J'ai jamais douté qu'il était là, mais voilà, je pensais simplement choisir le mal en réalité. Et j'ai dû passer par plus d'une dizaine d'années pour pouvoir déconstruire un petit peu tous ces enseignements dogmatiques et pouvoir revenir à une certaine virginité dans l'essence de ma spiritualité et de mon identité. Et c'était un chemin qui a été très long et qui a été très solitaire aussi, et où je n'ai pas été accompagné pendant toutes ces années. Mais j'ai réussi, je pense, à arriver à cette réconciliation intérieure. Et pour faire court, je suis arrivé à mes 30 ans. Je devais même avoir, je pense, en 30 et 35 ans. Et à un moment, je me suis senti prêt. Je me suis senti prêt à revenir à l'église. Mais je me suis aussi senti prêt à pouvoir proposer à d'autres jeunes et moins jeunes peut-être l'accompagnement qui m'avait manqué et de pouvoir voilà, frayer peut-être une voie pour d'autres jeunes qui vivent ce genre de situation. Et à ce moment, je pense que j'avais d'un côté aussi besoin de retrouver une communauté et retrouver une foi partagée avec d'autres. Mais je pense que j'avais aussi une conscience que pour pouvoir changer les choses, il fallait aussi les changer depuis l'intérieur de l'institution et que la solution n'est pas simplement de s'éloigner, mais aussi de pouvoir changer les choses de l'intérieur. Et c'est à ce moment où mon chemin a croisé celui de l'Église protestante de Genève, il y a 5 ans et demi, 6 ans maintenant, et où une nouvelle structure, un ministère pionnier, un ministère jeunesse se mettait en place, donc qui s'appelle le Lab. Et j'ai proposé à ce moment donc la création d'une antenne LGBTI au sein de cette structure du Lab. Et c'est vrai que les choses ont pris des proportions et une ampleur qui n'était pas du tout prévue. Moi, j'avais un autre travail à côté. J'avais une petite agence de communication
Et j'ai commencé comme bénévole à gérer cette antenne. Et je me souviens, la première fois que j'ai proposé l'antenne et que j'en ai parlé, je crois qu'on était à la première réunion, je crois qu'on était deux ou trois personnes. Et très vite, ça a pris une très grande ampleur. On a commencé à avoir 5, 10, 15, 20, 30 personnes qui venaient. Et on a commencé à aussi faire face aux besoins, puis aux demandes qui dépassaient aussi le cadre d'un accompagnement communautaire et pastoral, mais qui était aussi de l'ordre de tout le travail socio-éducatif et du travail avec les associations. On a commencé à faire face à beaucoup de jeunes qui nous appelaient, qui étaient dans des situations de détresse, en lien ou de rupture familiale, en lien avec leur religion. Et là, voilà, là, j'ai commencé aussi à créer des liens avec le secteur associatif, avec le secteur socio-éducatif, créer des protocoles d'accompagnement de jeunes en situation de souffrance, travailler avec les associations LGBT aussi pour les questions, pour l'accompagnement de migrants LGBT, par exemple, en recherche spirituelle. Et il y a tout un autre pan de notre travail qui s'est développé et où j'ai aussi réalisé, ça a toujours été au cœur de ma vision et de mon souhait de travailler de manière transversale et de créer vraiment des passerelles entre l'Église et entre la société, entre les secteurs associatifs et le secteur institutionnel, et à réconcilier pas seulement l'Église avec la communauté LGBT, mais aussi le contraire. Hein. Ça veut dire aussi pouvoir redonner une confiance à la communauté LGBT par rapport à l'Église, parce que c'est vrai que on voit qu'il y a, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais de notre côté à Genève, en tout cas il y a quelques années, il y avait une énorme méfiance du côté de la plupart des personnes LGBT eu égard aux discriminations et aux violences dont l'Église s'est portée coupable envers la communauté. Et je pense que c'était tout un travail vraiment de réconcilier d'un côté, mais aussi de l'autre. Et voilà, au fil des années, le ministère s'est développé. Il y a aussi une borne qui a été importante, qui a été l'obtention d'une subvention de la ville de Genève qui soutient nos activités depuis 2019. Et ça, c'est important, c'est très important. D'une part, parce que ça a permis de payer aussi une partie de mon salaire qui me permet de pouvoir, qui a permis que ça devienne mon activité principale professionnelle et de pouvoir me consacrer, en tout cas pour la majorité de mon temps, dans cette vocation ministérielle au sein de l'Église. Mais aussi, c'est très important parce que c'est pas du tout courant, en tout cas chez nous, que les institutions de l'État, dans ce cas-là la ville de Genève, reconnaissent l'importance d'un ministère d'Église et de quelle manière est-ce qu'on a une légitimité dans notre travail, d'un côté dans la prévention des LGBT-phobies dans les milieux religieux, de pouvoir continuer à œuvrer dans une parfaite harmonie d'ailleurs avec la laïcité de l'État, dans le fait d'œuvrer pour que chacun puisse savoir, quel que soit son genre ou son orientation, puisse avoir un droit de pratiquer là où il ou elle le souhaite. Et aussi, avec ce partenariat et ce travail avec la ville, on a commencé à beaucoup travailler sur toute la question de la prise en compte de la religion dans la déconstruction de conflits, de discriminations LGBT-phobes, par exemple dans les écoles, de pouvoir accompagner, donner des outils aux enseignants, aux conseillers sociaux, travailler avec les associations qui souvent sont désemparés parce qu'ils sont face à des conflits ou à des discriminations ou à des violences homophobes, où souvent la source en réalité vient de la religion et de la culture de la personne. Et donc ça, c'est vraiment un travail qui a été reconnu par la ville et par l'État.
et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler vraiment à cette jonction entre l'Église et la cité. Et, aujourd'hui, là, il y a quelques mois, je suis très très heureux parce qu'on a pu aboutir à ce qu'on puisse être établi au sein de l'Église protestante de Genève comme un ministère cantonal, comme un bureau cantonal de ressources, d'expertise et d'entraide sur les questions LGBT, qui n'est pas simplement une communauté inclusive, mais qui est aussi un pôle de référence qui est là au service des différentes paroisses, des aumôneries, des autres églises aussi, comme on est en partie financé par la ville, de pouvoir accompagner des églises sœurs, comme l'église catholique romaine à Genève, qui essaie de faire ses premiers pas dans l'inclusivité aussi, de pouvoir soutenir d'autres initiatives. Et voilà, ça c'est un nouveau départ pour nous. On démarre avec de nouveaux locaux. Voilà, c'est un petit peu notre... c'est une nouvelle étape pour nous. Et puis peut-être ce que je pourrais aussi vous dire, c'est que aujourd'hui, on porte différents projets dont on s'occupe. Entre autres, je l'ai mentionné avant, la question des thérapies de conversion. Je sais que plusieurs personnes voilà, s'intéressent à ce sujet ou peut-être se sentent concernées. C'est un sujet que j'ai vraiment pris à cœur de m'investir dans cette cause au nom de l'antenne et de l'Église protestante de Genève, mais aussi pour des raisons personnelles, parce que moi-même, je suis passé par là et je me suis senti le besoin de pouvoir m'investir là-dedans. Et c'est vrai que tout le travail qu'on a pu faire a abouti aujourd'hui à la votation d'une motion à Genève qui interdit, en vue d'interdire les thérapies de conversion. Et là, on est sur le point de créer une commission extra-parlementaire pluridisciplinaire qui regroupera des experts autant du secteur ecclésial que du secteur médical, juridique et sociologique, pour pouvoir ensemble proposer à l'État des projets de loi, mais aussi des mesures d'accompagnement, de reconstruction, et aussi travailler sur toute la question de la conscientisation, de l'éducation. Et j'y tiens aussi du dialogue avec les institutions qui les pratiquent encore. Donc voilà, c'est un des sujets qu'on porte actuellement avec l'antenne. Donc je vais m'arrêter là pour mon intervention, puis je vais plutôt vous laisser la parole et puis vous laisser me poser des questions, en sachant que vous pouvez me poser absolument toutes les questions que vous voulez. Je réponds à tout, sans tabou. Pour laisser le temps à la première question d'arriver, j'ai dit en introduction que l'une des spécificités aussi de l'antenne en cantonale dont tu t'occupes, c'est d'oser, depuis le point de vue aussi de l'Église, à l'intérieur de l'Église, oser aborder la question des sexualités. Et donc, voilà, je te donne un peu la parole à ce niveau-là aussi, parce que je crois que là, en tout cas, aujourd'hui, vous êtes un peu les seuls à le faire à l'intérieur d'une structure ecclésiale, quoi. Voilà. Oui, tu sais, c'est marrant, Joanne, que tu dises ça, parce que toi-même, en fait, je réalise avec le temps et toi-même, tu me fais réaliser à quel point c'est inhabituel de traiter comme on le fait la question des sexualités dans l'Église. Parce que pour moi, ça a toujours été tellement évident que la sexualité est au centre même de notre spiritualité que je l'ai apporté un petit peu comme ça dans mon ministère, en réalité, au début, sans trop me poser la question ou sans que ce soit réellement construit avec une intention ou une théologie spécifique. Ça a vraiment été une initiative qui s'est faite qu'au fil des années, on a commencé à aborder ces questions des sexualités et où j'ai vraiment tenu à ce qu'on puisse en parler, à ce qu'on puisse parler librement de la question de la sexualité. Déjà parce que le tabou n'est pas bon, parce que le fait de pouvoir
déjà la sexualité, la question des sexualités et du plaisir sont déjà des problèmes dans l'Église, et d'autant plus pour des communautés LGBT. La sexualité LGBT est encore plus stigmatisée que les autres. Donc, à un moment, où est-ce qu'on va en parler? Où est-ce qu'on va pouvoir parler même des questions spécifiques liées aux pratiques sexuelles, liées à la prévention, liées à plein de questions qui peuvent se poser. Et moi, je suis convaincu que la sexualité fait partie intégrante de notre spiritualité et doit être remise à sa juste place, qui est aussi dans notre, dans notre, oui, dans notre moi spirituel. Et c'est aussi dans ce cadre qu'on a proposé, j'ai commencé à proposer des sex talks depuis une année maintenant, avec une partenaire de l'antenne qui est une sexologue, où on aborde des sujets très spécifiques liés à la sexualité, toujours avec une ouverture spirituelle. Et des thématiques qu'on a pu aborder sont par exemple la thématique du fantasme ou la thématique de l'orgasme, de l'orgasme et de l'éjaculation. On a abordé cette thématique. La semaine dernière, on a eu un sex talk sur la question des applications de rencontres. Quel rapport à avoir avec une application de rencontre pour y chercher du sexe ou de l'amour ou autre, et comment est-ce que notre rapport à l'application est aussi différent selon notre genre ou selon notre orientation, qui n'est pas si évident ou si facile si on est une personne trans, lesbienne, gay ou autre. Et pour moi, ça a toujours été une évidence. On a réalisé au fil des rencontres qu'au fait, ce mariage entre questions liées à la sexualité et à la spiritualité va de soi en réalité. Et donc, c'est un travail, c'est vraiment une expérience de terrain qu'on vit actuellement avec cette question des sexualités. Ah, merci pour ta réponse. Moi, j'avais été un peu introduite à ça par Jean Villebasse dans sa thèse de doctorat sur les églises inclusives. Il m'avait introduit à la pensée, j'ai cherché du coup sur Internet, de Marcella Altos Reid, qui avait sorti en 2002 Indecent Theology, la théologie indécente, quoi. Mais je me demande dans quelle mesure, tu vois, le fait que tu as un ministère, mais que tu ne sois pas un pasteur ordonné, te donne pas cette liberté d'oser parler d'orgasme. Parce que j'ai l'impression aussi que dès qu'on est un peu dans un ministère où on est censé rentrer dans un moule et finir par être finalement une quiche, on n'ose peut-être pas parler de choses aussi simples que l'orgasme ou voilà, que l'éjaculation. Ce sont des sujets qui, du coup, semblent sortir de notre champ, tu vois, de ministère. Et je me demande si justement la force de ton ministère pionnier, c'est de ne pas être dans cette catégorie-là, quoi. Mais bon, je veux pas monopoliser la conversation, donc je vais laisser aussi nos invités, nos amis pouvoir poser des questions. Comment tu veux qu'on fasse, Adrien? C'est-à-dire chacun ouvre son micro quand chacun veut parler, quoi. Voilà. Voilà, je pense que comme on est peu, ça peut très bien fonctionner. Super. Bon, bah, moi, bonjour. J'ai Bonjour. une question. Où est-ce qu'on peut s'adresser quand on est FTM en Haute-Savoie, à part au lab ou au refuge? Mais pour quelles questions? Pour des questions pour pouvoir vivre, enfin pour des questions d'accompagnement associatif ou médical ou bien spirituel? Pour quels besoins? Tout. Je dirais tout, parce que voilà. Donc en Haute-Savoie, pas à Genève. Bah, la personne est mineure et habite en Haute-Savoie, mais bon, je pense que j'ai cherché en Haute-Savoie et franchement, il n'y a eu aucune réponse. Mhm. Parce que oui, à Genève, c'est exactement ce que tu dis. Et moi, je dirais pour ce qui est
d'un accompagnement plus spécifique, le refuge. Et moi, je travaille beaucoup avec eux. Donc, Alexia est la coordinatrice du refuge. Et ils font un super travail avec pas mal de jeunes, de jeunes personnes trans. Pour ce qui est d'un accompagnement plus spirituel ou d'un accompagnement dans la transition, j'ai plusieurs personnes trans qui m'appellent et avec qui j'échange aussi. Donc, je peux aussi être une personne ressource s'il le faut. Et puis sinon, pour tout ce qui est des questions plus juridiques ou autres, il y a l'association Épicène à Genève qui est très active aussi dans ce domaine-là. Mais je vais mettre là sur le chat, je vais mettre mon adresse mail. Et si jamais, là, moi, je n'ai pas de contact particulier en Haute-Savoie, mais je peux, si jamais tu veux m'écrire un mail ou la personne qui a besoin de contact, et je peux aussi me renseigner s'il le faut. Ok. Alors. Bah, merci. Voilà, je te mets mon mail. Ok, super. Il ne faut pas hésiter. Adrien, tu as une question dans le chat. Merci Christophe. Christophe est membre de l'antenne à Strasbourg. Et comme il s'appelle Christophe Hérin, j'ai déjà eu un micmac avec Erin. Je ne sais plus, une histoire de mail en fait, où je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait comme micmac entre Christophe Hérin et Erin Le Déret. Donc c'est assez rigolo. On a des petites résonances entre nous. Tu as une question dans le chat de Flo. Bonsoir Flo, qui n'a pas de micro. Est-ce qu'avec le Covid, vous allez envisager de dématérialiser à long terme la pratique religieuse et donc de sortir de l'échelle locale pour le public spécifique LGBTIQ+. Voilà. Bon, je peux y répondre. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que veut dire dématérialiser la pratique religieuse. Délocaliser peut-être nos services. Oui, écoute, bon. Donc, c'est une question de flow, c'est juste? Oui, c'est Flo qui précise en disant utiliser Zoom peut-être, ou bien ouais. peut-être. Est-ce que vous allez continuer le présentiel? Est-ce que vous allez continuer le bimodal? Voilà, comment ça va se poursuivre finalement, quoi? Écoute, c'est une très bonne question et je n'ai pas toutes les réponses encore. Le truc, c'est que je pense que comme vous, Zoom, on l'a totalement découvert avec le premier confinement. On est devenus des experts de modérer des rencontres sur Zoom. Au début, c'était totalement de la science-fiction. Et nous, on a très vite mis en place un programme confinement avec des rencontres toutes les 2 semaines. Donc, c'est vraiment de rentrer dans la pratique, de faire ces réunions par Zoom. Et d'un côté, c'est vrai qu'on a perdu une certaine convivialité et certaines des personnes d'un public local, mais on a aussi ouvert, on a développé toute une communauté, c'est vrai, qui n'est pas localisée à Genève. Et aujourd'hui, je suis un petit peu embêté, ou c'est pas embêté, mais en réflexion pour voir comment avancer par la suite, parce que là, il faut qu'on retrouve nos rencontres en présentiel. C'est très important, parce que là, on sent qu'il y a eu une trop longue absence, et c'est important, mais maintenant, je ne veux pas pouvoir perdre toute cette communauté qui s'est développée en dehors de Genève et de la Suisse romande, et voir comment pouvoir continuer à proposer des programmes. Donc, je pense qu'on va aussi regarder déjà comment on peut proposer des soirées mixtes avec une possibilité d'y participer par Zoom, en étant aussi en présentiel. Personnellement, je suis un petit peu sceptique parce que j'ai peur qu'on perde de la qualité, malgré tout, pour les personnes qui ne sont pas là en présentiel. Alors peut-être que ça sera d'organiser nos rencontres en présentiel, mais d'avoir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une rencontre uniquement par Zoom qui permet de pouvoir garder le lien. Donc ça sera une idée. Et puis je pense qu'il va aussi falloir commencer à faire et à continuer à faire des conférences par Zoom, parce que c'est vrai, on réalise là maintenant qu'on a tout à coup accès à des intervenants de qualité exceptionnelle à moindre frais en réalité, parce qu'avant, on devait faire venir, pour organiser une conférence à Genève, on avait tous les frais de transport, de logement, de logistique, d'organisation.
Et tout à coup, il y a cet outil où on peut facilement organiser quelque chose. Donc, je n'ai pas les réponses, mais je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse. Et on peut même y réfléchir ensemble, d'ailleurs. Je suis sûr que vous êtes aussi concernés par cette question. Alors, on a commencé une amitié, un partenariat avec Flo, mais Flo n'est pas en présentiel avec nous à l'antenne inclusive. Par contre, ce qu'on a pensé faire pour l'année prochaine, et tu peux largement, non pas nous piquer l'idée, mais largement, là, on peut la partager ensemble et peut-être même essayer de vivre ces 3 moments ensemble, c'est qu'on s'est dit que pour le 1er décembre, donc la journée de lutte, comme tu le sais, contre le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles, eh ben, on allait proposer quelque chose sur Zoom, on ne sait pas encore quoi, un temps de prière, une petite conférence, un témoignage, on verra. Pour la journée de la visibilité trans, pour la journée de la visibilité lesbienne et pour l'IDAOT, continuer ce qu'on avait commencé pendant l'année dernière et qu'on a proposé cette année, c'est-à-dire une célébration. Donc c'est dit, il y a au moins 4 dates là où on peut se profiler et où on peut avoir des partenariats avec nos autres sœurs et frères des autres lieux d'inclusivité. Donc tu vois, je te le dis comme ça spontanément puisque la question est posée. Mais pour le moment, on n'a rien prévu dans le sens où on ne sait pas ce qu'on va faire pendant ces Zooms, on ne sait pas si c'est matin, midi, soir. C'est pas si une conférence. Pour l'IDAOT, on va garder le temps de prière, mais pour les autres, tout est encore ouvert, quoi. Donc, effectivement, si Flo ou d'autres ont des idées, moi je dis la même chose que toi, allez-y, donnez-nous des idées. C'est vrai qu'en te parlant, du coup, je me dis, l'un des avantages qu'on a, c'est comme on a des ministères pionniers, on a des marges de manœuvre, quoi. On peut essayer, proposer, on n'attend pas de nous peut-être la même chose que des pasteurs de paroisse. Je peux en parler, mon mari est pasteur de paroisse et donc du coup, c'est vrai qu'on peut peut-être, on va peut-être pouvoir réussir à continuer à proposer une offre intéressante pour les gens, quoi. Et d'ailleurs, pour le 17 mai l'année prochaine, on va s'associer à vous. J'ai eu une demande de votre part, d'Ulrike aussi, pour voir si on voudrait faire quelque chose ensemble. Et donc, on sera présent. D'ailleurs, aussi avec Erin, qui est là ce soir avec nous, qui est au comité de l'antenne avec moi et qui sera aussi impliquée là-dedans. Tu nous entends, Erin? Tu es là? Oui, je vous entends. J'ai coupé ma caméra, mais je vous entends. Du coup, moi, je vais continuer à te poser quelques questions, comme j'en avais quelques-unes. Quand tu dis que vous accompagnez des personnes dans leur transition, etc., c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, c'est un accompagnement fraternel, mais il y a aussi toute cette dimension de les accompagner dans ce que ces personnes peuvent vivre de difficile au niveau des différentes loyautés qu'on a pu leur imposer au niveau de l'identité, au niveau de la religion, c'est-à-dire le rejet de leur communauté ou de leur famille ou des questions. Et donc, du coup, est-ce que tu as l'impression, qu'est-ce que tu pourrais nous témoigner à ce niveau-là et qu'est-ce qu'on pourrait aussi mettre en place? Qu'est-ce que toi, tu as découvert? Voilà, qu'est-ce que tu as commencé à développer maintenant comme réflexion autour de ça qui pourrait être utile à l'ensemble de l'Église, puisque maintenant tu as un bureau cantonal en quelque sorte. Après, tu vois, Joanne, je pense que moi, j'ai vraiment construit tout notre travail aujourd'hui et puis aussi mon expertise en autodidacte au fil du temps et pour répondre à des besoins. Donc, quand j'ai commencé, par exemple, à accompagner des personnes LGBT, je l'ai fait tout simplement parce que j'ai des gens qui m'appelaient et qui avaient besoin d'aide. Mais au début, je ne savais pas quoi faire. Ce n'est pas quelque chose que j'avais appris. J'étais ni psychologue, ni pasteur, ni thérapeute, mais il fallait répondre à des besoins. Et la réalité, c'est que les personnes m'appelaient moi
à cause de mon vécu ou à cause de la position que j'avais par rapport à cette antenne. Et c'est vrai qu'ensuite, j'ai fait pendant 2 ans des supervisions, donc je me suis aussi formé à l'accompagnement par la suite. Mais aujourd'hui, des personnes qui nous sollicitent, c'est vrai que c'est très spécifique parce que je pense que le fait d'être moi-même LGBT et d'être en même temps aujourd'hui un représentant ecclésial, parce qu'aujourd'hui j'ai une charge de ministère officiellement, donc je suis considéré à la fois, en fait je suis considéré à la fois comme un homme d'église et comme un militant LGBT. Et le fait d'avoir ces doubles casquettes permet en même temps de pouvoir être la voix de l'Église, de pouvoir dire à une personne qui a été rejetée, non, j'ai l'autorité aujourd'hui pour te dire que tu es accepté ici et que tu as ta place et que je me battrai jusqu'au bout pour que tu aies ta place. Et aussi le fait que je représente cette communauté LGBT, que je parle aussi de manière très libérée sur mon parcours et sur les questions de sexualité. Beaucoup de gens se sentent aussi très très libres de me parler, ou les personnes de l'antenne, de toutes les questions liées à leur sexualité et par exemple par rapport aux personnes trans, aussi à toutes les questions liées à leur transition. Donc en réalité, est-ce que c'est un accompagnement pastoral ou c'est un accompagnement social ou thérapeutique? Je ne pourrais pas vous dire vraiment. On est dans un terrain complètement pionnier là aussi, je pense. Mais j'en profite, Joanne, pour répondre à une chose que tu as dit avant. Tu me disais, est-ce que c'est peut-être par le fait de ne pas être un pasteur ordonné que ça te donne plus de liberté? Et je vais vous dire une chose qui est... je vais vous dire une chose, c'est que quand on m'a donc proposé, c'était en 2017, de soumettre un dossier et d'avoir cette charge de ministère, donc de devenir... de passer, on va dire, des laïcs aux personnes d'église et d'endosser une vocation. Et vraiment, moi, encore le soir d'avant, de passer devant la commission, je me suis dit, mais est-ce que je le fais ou pas? Et j'ai hésité. Et j'ai fait un peu un pacte avec moi-même où je me suis dit, OK, tu le fais, mais par contre, je me promets à moi-même de ne pas changer et de ne pas changer ni mon comportement, ni qui je suis, ni ce que j'essaye de montrer de moi. Et des fois, ça m'arrive. Heureusement que j'ai fait ce pacte avec moi-même, parce que depuis, je vois la tendance à m'enliser dans un monde ecclésial et à me lisser et à gommer l'extérieur. À plein de moments, je me vois avec des collègues ou même lorsque je propose une rencontre et où j'ai tendance à me censurer moi-même maintenant, où je me dis, ah, mais je ne vais pas m'habiller comme ça, parce que ça ne se fait pas, je suis un homme d'église, je ne peux pas être à moitié à poil, ou je ne peux pas proposer une rencontre sur l'éjaculation, parce que ça ne se fait pas. Et tout le temps, je fais face à ce choix de devoir me lisser pour rentrer dans la norme. Et grâce un peu à cet accord que j'ai passé avec moi-même, j'arrive pour l'instant à résister et à essayer de rester le même. Mais c'est pas évident, je trouve. J'aime beaucoup ce que tu nous as partagé. Là, on a des jeunes collègues, donc il y a maintenant autant de femmes ordonnées que d'hommes. Donc moi, je suis une pasteur désordonnée, hein. Je n'ai pas encore demandé mon ordination. C'est très drôle parce que les gens me demandent constamment, mais quand est-ce que tu vas être ordonnée, tout ça. On dirait qu'ils en perdent le sommeil. C'est juste pas. Moi, je leur dis, bah, je sais pas, je verrai. C'est pas dans mes priorités. J'ai d'autres choses à faire. Enfin, mon identité, c'est pas mon ministère qui résume mon identité ou qui tout simplement me définit. Bien heureusement, je suis Joanne avant toute chose. Mais en tout cas, je vois bien que pour des femmes pasteurs, des jeunes femmes pasteurs, plus jeunes que moi, et qui ont demandé l'ordination, elles ont aussi envie de pouvoir porter des robes qui ne soient pas des sacs à patates noirs. Espèce de machin dans lequel tu flottes avec
deux horribles machins blancs qui pendent. Et donc, elles font des essais. On a un stade un peu expérimental. Et c'est intéressant de voir combien les gens les ramènent tout le temps à plein de choses très, très désagréables, quoi. Si la robe est un peu saillante, bah alors c'est une robe moulante. Si elle ne sourit pas sur les photos, elle devrait sourire. C'est incroyable combien, tu vois, ces jeunes femmes qui se disent non, je veux exister en tant que moi, essayer d'avoir une empreinte personnelle, une robe personnelle, un témoignage au monde personnel, et combien les gens passent leur temps à essayer de les ramener vers quelque chose qui serait une zone de confort parce que pour les personnes, en fait, pas pour elles. Et c'est ça, je trouve, la difficulté un peu actuellement dans nos ministères, pionniers surtout, c'est de trouver cette zone qui soit confortable pour les deux parties, en fait, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Celles et ceux qui aiment bien quand l'Église reste très stable, et nous-mêmes, et celles et ceux qu'on a envie avec qui on a envie de vivre cette grande aventure de l'Église, et qui jusqu'à maintenant ont été très déconsidérés, quoi. Donc trouver cette zone de confort commune, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, si je m'explique bien, mais je trouve que c'est un vrai enjeu, quoi. Et je dirais que c'est aussi un enjeu, je veux dire, moi je pense qu'on a vécu différentes phases par rapport à la relation entre, dans ce cas-là, la communauté LGBTIQ+, mais on va dire une minorité discriminée, et la majorité. Il y a les phases de rejet, il y a la phase de l'indifférence, il y a la phase de la tolérance, il y a la phase de l'accueil. Et moi, j'ai envie d'aller plus loin que l'accueil, j'ai envie d'aller vers une intégration et une représentation, une représentativité aussi. C'est-à-dire, pour moi, ça ne suffit pas seulement d'être accueilli dans l'Église, mais aujourd'hui, et je le démontre par moi aussi qui j'ai envie d'être et la place que j'ai envie de donner en laissant émerger des vocations au sein de la communauté, c'est d'avoir des places. Aujourd'hui, moi, je suis un chargé de ministère gay, je fais partie de la Compagnie des pasteurs à Genève. Voilà, c'est comme ça. Il faut de la représentativité dans les conseils de paroisse, il faut des personnes qui soient présentes. Et je pense que ça a été, et c'est encore aussi toute cette question qui se pose pour d'autres minorités et d'autres groupes qui ont été discriminés et qui le sont toujours. Mais la tendance, comme le dit Johan, c'est d'être un moment, c'est de quelle manière est-ce que tu viens avec ta différence et tu l'affirmes et tu arrives avec tes gros sabots, puis en même temps, comment est-ce que tu dois la gommer et rentrer dans un moule. Et c'est vrai, il y a un juste milieu, parce qu'en même temps, on doit aussi respecter, être... je ne sais pas, vous prenez une chambre dans une colocation, dans un nouvel appart, bah, vous allez respecter les règles en arrivant, et essayer d'être un peu discret et de respecter les autres. Et puis en même temps, vous n'allez pas non plus gommer votre personnalité. Donc, ce juste milieu à trouver, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas toujours évident. Mais moi, je dirais, soyez discret au début. Et une fois que vous avez bien pris votre place, n'oubliez pas d'être vous-même. Alors là, vraiment, si ce n'est pas une technique suisse, hein, je ne sais pas ce que c'est. Mais écoute, merci beaucoup Adrien pour ce temps de papote sympathique. Celles et ceux qui ne sont pas là et qui nous ont demandé l'enregistrement le recevront si tout le monde est d'accord. Et s'il y a encore une toute dernière question avant de se quitter, n'hésitez pas. On peut encore reprendre 5 minutes. Oui, moi j'ai une petite question. C'est concernant, pour revenir sur la thérapie de conversion et la sortie de la thérapie de conversion, tu parlais de point de rupture. C'est-à-dire comment se fait le passage de la logique du consentement à la sortie. C'est quoi en fait ce point de rupture? Qu'est-ce qui fait qu'on en sort? Oui, c'est compliqué parce que... Enfin, moi, par exemple, il m'a fallu plus de 10 ans, il m'a fallu 10 à 15 ans pour pouvoir passer de l'un à l'autre. Et cette déconstruction, cette déprogrammation, elle peut être extrêmement longue.
parce que là, il y a toute la question de... Justement, on parle de consentement, mais on parle aussi, voilà, on parle d'endoctrinement. Si on t'a dit toute ta vie, depuis que tu es enfant, qu'il y a une seule vérité, que la vérité, c'est d'être hétérosexuel, comment venir à déconstruire ça, à être déprogrammé et à pouvoir retrouver un discernement qui nous permet de pouvoir définir sa propre réalité et se réapproprier son identité. Alors que toute sa vie, on s'est dit mon identité est mauvaise et qui je suis est fondamentalement faux et sale. Parce que c'est ça, en réalité. Et c'est très compliqué et les dégâts, je pense, sont... Moi, aujourd'hui, je m'en suis sorti, je pense être heureux, je pense avoir construit une vie où je suis bien aujourd'hui, mais les dégâts, ils sont là et ils seront là à vie aussi. Il y a des choses dont on ne se relève pas complètement. Et c'est pour ça qu'on fait le boulot qu'on fait aussi. Donc, je suis désolé, Jérémy, je ne te donne pas une réponse très claire. Ouais, non, si. Et une deuxième question, est-ce que tu as pu identifier des séquelles, en fait? Tu dis chez des personnes qui sont passées par là Oui, parce que bon, il y a la déconstruction, ok, mais est-ce qu'il y a des séquelles qui restent de ça? Je pense que une séquelle qui prend beaucoup de temps à s'en débarrasser, c'est simplement le mot culpabilité, déjà. Je pense que la culpabilité, ça prend souvent une vie pour pouvoir s'en débarrasser déjà de ne pas s'en vouloir, de ne pas réaliser que le problème, c'est nous. Et ça, je pense que c'est souvent, la plupart des personnes, je vois, qui sont passées par là, ont une énorme violence et dureté envers soi-même. Parce que finalement, si on t'a dit toute ta vie que le problème, c'est toi, c'est qui tu es, tu veux faire quoi? À part t'en vouloir à toi-même, pour tes désirs, pour qui tu es. Donc, je pense que de sortir de toute cette logique, ça, c'est une séquelle qui est très grande. Et puis après, évidemment, moi, je vois des personnes qui peuvent enfin retrouver une orientation, une identité saine. Parfois, c'est à 20 ans, mais parfois à 30, 40, 50, 60 ans. Et il y a beaucoup d'années de perdu. Enfin, perdu, ce n'est pas des années de perdu, mais c'est vrai qu'au niveau de la construction après de son rapport à sa sexualité et à son affect dans une relation, c'est un travail qui se fait beaucoup plus tardivement. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ont 40 ans ou plus et au fait qui démarrent leur vie affective et sexuelle, mais comme des adolescents, parce qu'ils ont été bloqués toute leur vie, ils ont été empêchés de pouvoir développer une maturité et faire des expériences, qui soient positives ou négatives. Ou ils l'ont fait dans le secret, dans le tabou et dans le non-dit. Donc ça, c'est aussi des séquelles, je pense. Oui, c'est assez terrible de terminer un temps comme ça, mais merci d'avoir posé la question. Et ces foutues pseudo-thérapies de conversion, on les combattra jusqu'au bout, on n'en peut plus, quoi. C'est incroyable. Moi, j'avais eu la chance d'avoir le témoignage d'une pasteure américaine qui était passée par ces moments-là, ces temps terribles, c'est presque de la torture, et qui m'expliquait qu'elle avait une aversion pour les glaçons. Est-ce que tout de suite tu vois de quoi elle parle, Adrien? Elle avait subi vraiment une thérapie très offensive où on l'envoyait se mettre des glaçons sur ses parties intimes, donc des muqueuses chez une femme, pour calmer tout simplement son désir sexuel quand elle voyait des filles. Et elle disait qu'elle en avait développé une aversion, c'est une pasteur, contre les glaçons. Donc vraiment, ces méthodes-là ne sont pas seulement psychologiques, elles ont des séquelles qui peuvent être physiques. Voilà, Flo dit, j'avais entendu la douche froide. Moi, elle m'a parlé aussi des baignoires remplies de glaçons. Mais voilà, s'appliquer un glaçon sur une muqueuse, qui a l'idée de faire ça, voilà, c'est une brûlure en fait, quoi. Donc ouais, ce sont des fichus satanés terribles, horribles,
pseudothérapie de conversion et on se battra jusqu'au bout. Donc, c'est super ce que vous avez fait à Genève. Et j'espère qu'à Strasbourg aussi, on va réussir à faire quelque chose dans ce sens-là. J'en ai déjà parlé à Daniel Bossenbacher, notre nouveau pasteur à partir de cet été. Il faut absolument qu'on demande à Strasbourg de s'inspirer voilà, de ce que vous faites et peut-être qu'on fera appel aussi à ton expertise à ce moment-là, Adrien. En tout cas, n'hésite pas à nous relancer et à nous tanner à ce sujet si jamais on s'endort. Hein. Bon, fais-toi une promesse aussi à ce sujet-là, comme elles ont l'air d'être assez efficaces, tes promesses. Je voulais dire à Adrien, je pense qu'il doit être au courant, en France, les thérapies de conversion sont dans le collimateur du Parlement. Il y a eu une commission qui a été constituée par des députés de la majorité présidentielle qui ont auditionné les représentants des églises et les associations militantes, dont David et Jonathan et Duhec. Et alors, je ne sais pas si ça existe en Suisse. Il existe en France une mission interministérielle qui lutte contre les dérives sectaires, qui est rattachée au ministre de l'Intérieur. Et les thérapies de conversion sont également, depuis peu, dans le collimateur du gouvernement. Donc, ça veut dire que c'est un dossier qui est suivi au plus haut niveau de l'État. La question que je voulais poser à Adrien, est-ce qu'il y a la même structure politique côté suisse ? Alors, écoute, Philippe, en France, là, on avance vite maintenant, mais vous avez avancé plus vite. Et d'ailleurs, je me suis inspiré sur le modèle français pour faire changer dans la motion qui a été votée maintenant, le terme. Avant, c'était l'interdiction des thérapies de conversion, et moi, je l'ai fait modifier, en tout cas pour Genève, je l'ai élargi à pratique prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, pour justement pas se limiter à ce qu'on entend par ce terme qui, au fait, est erroné de thérapie de conversion. Et donc, je suis un peu ce qui se fait au niveau français. J'avais eu des échanges avec la députée qui s'en charge et avec 3 personnes en France. Maintenant, au niveau fédéral, donc au niveau national en Suisse, il y a une motion qui a été déposée en 2019, qui a été rejetée, qui demandait l'interdiction des thérapies de conversion chez les mineurs. Mais pour moi, elle n'était pas assez aboutie et il n'y avait pas eu du tout de recherche. Il y a eu un empressement au niveau politique de vouloir légiférer sans avoir vraiment fait de recherche sur la question. Elle a été rejetée. Et aujourd'hui, pour pouvoir travailler à un niveau national, on a pris l'option de travailler au niveau régional. C'est-à-dire que là, on a une motion à Genève qui va passer dans le canton de Vaud. Ils sont aussi en travail et on va faire émerger les choses au niveau national après. Donc voilà, on est en cours aussi. Mais moi, je préfère en fait que les choses prennent un peu plus de temps parce que le grand public et les médias se sont très vite emparés de ce sujet de manière un peu sensationnaliste aussi. Et je pense que c'est très important de bien étudier, de bien comprendre quelles sont les problématiques et comment y faire face. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'inscrire dans la loi. Il faut aussi des accompagnements. Il faut aussi, par exemple, moi, nous, à l'antenne, en tant que bureau cantonal, moi, je me prends comme une responsabilité de pouvoir commencer aussi à dialoguer avec des églises qui les pratiquent et à pouvoir avoir un dialogue en toute bienveillance, sans être tolérant, mais voilà, avec des pasteurs évangéliques ou autres qui veulent discuter de ces sujets-là. Et je pense que ça doit passer par là, parce qu'on ne va jamais pouvoir interdire un pasteur qui prie avec un jeune dans son bureau de paroisse. Et c'est aussi important. Voilà. En France, il y a eu des émissions de télévision, il y a eu des documentaires qui ont fait sensation sur le sujet, et il y a surtout eu le livre de 2 journalistes qui ont documenté avec beaucoup de détails au niveau international, notamment français, le phénomène des thérapies de conversion. Et c'est à partir de là que le Parlement français a décidé de monter une commission d'enquête. Très voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci Adrien pour ce temps que tu nous as consacré. Et puis, bien sûr, on continue tous nos partenariats, nos échanges, nos dialogues, tout ce qui permet à l'inclusivité des personnes LGBTIQ+, et plus loin d'avancer dans nos églises.
Je te remercie vraiment du fond du cœur et je te dis à bientôt à Strasbourg, j'espère. Je vous remets mon mail ou si vous voulez recevoir notre programme et voir un peu ce qu'on fait, vous m'écrivez un mail. Certaines rencontres resteront par Zoom, comme on en a parlé, on va voir. Donc, vous n'hésitez pas et je vous mets dans le mailing si jamais. Et puis, aussi, si vous avez des questions, envie d'échanger sur un sujet, ou voilà, je suis à disposition. Désolé, est-ce que je peux juste dire quelque chose? Merci beaucoup pour cet échange de ce soir. Et ce que je voulais dire, c'est que ce que vous faites est regarder, observer, on va dire dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Je ne sais pas si je vais être claire, mais par exemple, si je veux parler de mon cas personnel, on va pas me dire, on va pas être clair dans ce qu'on va dire, mais je sais pas comment dire ça. On va tout faire pour que ce soit pas attaquable. Du genre, viens avec ta Bible, on va en discuter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va regarder, par exemple, les responsables d'église vont regarder comment est-ce qu'on définit les thérapies de conversion et vont essayer de faire un truc détourné pour qu'il ne soit pas attaquable. Je ne sais pas si ça résonne. Oui, non, écoute, je comprends. Le truc, c'est que, par exemple, là, il y a une personne dans le réseau évangélique qui, suite à une émission qu'on a fait, qui veut parler avec moi. Je n'ai pas encore pris le temps parce que je sais que c'est compliqué. Et je sais, je dois être très, très au clair sur quel terrain je vais et quel terrain je ne vais pas. Un terrain sur lequel je ne vais pas aller, c'est l'argumentation et négociation au niveau théologique ou au niveau des principes, déjà. Ça, moi, je ne rentre même pas dans la discussion. Donc, je vais parler avec lui s'il s'intéresse à ce qu'on fait. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et moi, pour l'instant, je t'avoue que je réfléchis. J'ai 2 personnes de réseau évangélique qui veulent me parler, qui veulent me rencontrer. Et j'ai un peu repoussé la question parce que je ne suis pas encore au clair sur mon positionnement et je sais que je vais devoir être très, très au clair avant de les voir pour ne pas me laisser entraîner dans une négociation, une argumentation. Donc, je comprends et je n'ai pas encore la réponse à 100% en réalité. Mais ce n'est même pas au niveau théologique. Rien que, toi, par exemple, dans mon église, on refuse de m'appeler par mon prénom. Il n'y a pas chez nous à l'antenne, l'église d'avant. On va la nommer l'église adventiste. On va la nommer l'église adventiste du 7e jour. C'est, en fait, ils prennent ils savent qu'ils peuvent rien faire sur le terrain théologique, mais par des petites choses. Et ça mine au fur et à mesure la personne. Voilà. Donc, c'était juste pour dire, on fait des trucs super, mais on a des gens qui nous observent et qui essayent de construire un argumentaire pour quand ils vont croiser des personnes LGBTI, les ramener quand même, mais par des moyens détournés et leur faire du mal. C'est pas une petite chose, Christophe. C'est inacceptable et c'est intolérable. Et c'est une discrimination ouverte. Ça arrive. On a des gens qui observent vraiment ce qu'on fait et qui s'y intéressent, mais pour agir dans le mauvais sens. Et désolé, mais c'est ce que je vois, quoi. Donc voilà, je voulais juste le dire. C'est bien. Tu nous rends toujours à nouveau attentifs et attentifs. C'est pas parce que nous, on est dans un esprit de dialogue et qu'on se dit que on peut travailler en bonne intelligence que les autres, ce que tu essayes de nous dire, c'est que les autres ne viennent pas avec des bonnes intentions, qu'ils et elles peuvent essayer de venir à la pêche de mots-clés, de vocabulaire, de concepts pour détourner les choses et éviter la loi, quoi, éviter d'être sous le... Donc, c'est bien, mais nous, comme l'a dit Adrien, on est sur des ministères pionniers, on se forme, donc on va apprendre à se former aussi pour ça. Puis voilà, grâce à tes retours et à d'autres, il faut qu'on apprenne à se former, mais je crois que ce qui est chouette, c'est que comme Adrien a connu tout ça de très près, il y a l'une de mes filles qui m'a fait rigoler, la plus grande, celle qui a 17 ans, elle m'a dit « je suis pas née de la première nuit ».
Voilà, elle n'est pas née de la première nuit, d'accord? Alors, c'est rien du tout, mais donc, bah oui, c'est vrai, il faut qu'on soit bien attentif et attentif à ne pas être trop plein de bons sentiments, alors que ça pourrait être utilisé contre les personnes LGBTIQ+. Mais c'est vrai que ce que dit Christophe, c'est délicat parce que tu vois, quand tu entends des problèmes de discrimination dans des communautés religieuses, spontanément, mon envie et ce que la plupart des personnes te diraient, c'est « mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Quitte, pars ». Et c'est ce qu'on dit, mais moi, je ne le dis plus parce que ce n'est pas juste, parce que c'est tout le problème. Tu es intégré dans une communauté, tu as une famille, tu ne peux pas simplement dire à quelqu'un, tu as vécu toute ta vie avec une famille, il ne te respecte pas, prends tes affaires et tire-toi. Ce n'est pas si simple que ça. D'être exclu. Donc, des fois, on subit des discriminations et on reste. Et comment accompagner quelqu'un sans devoir lui dire quoi faire? Moi, j'aimerais te dire, mais reste pas avec des personnes qui ne te respectent pas. Mais en même temps, je sais que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et de nouveau, je n'ai pas forcément les réponses. C'était pas pour avoir une réponse, c'était pour le signaler. C'était juste pour le signaler, voilà. Et je partirai pas de cette église parce que il y a une communauté LGBT souterraine. Et si on abandonne, au fur et à mesure, ça mine les autres, quoi. Ouais, ça pourrait faire l'objet d'une autre visio, hein. Mon église, je l'aime, je la déteste, ou bien mon église elle-même, elle me déteste. C'est vraiment difficile d'incarner, de vivre cet amour. Et pourtant c'est un petit peu la seule raison, l'unique, la centrale de la venue de Jésus sur terre, c'est de nous enseigner ce chemin d'amour. Un amour qui peut nous coûter à titre individuel, mais qui ne devrait pas faire du mal aux autres, qui ne devrait pas déstructurer les autres, ni leur faire du mal. Donc, c'est important qu'on se dise tout ça ce soir et qu'on se dise aussi qu'on est là les uns les unes pour les autres. Donc, je te renouvelle encore mes remerciements, Adrien. Je vous donne rendez-vous demain. Nous allons passer un chouette moment avec Flo de Queer Chrétienne. Regardez un petit peu peut-être les vidéos avant. Le thème est vraiment, vraiment rigolo. C'est le Saint-Esprit a-t-il un genre? C'est-à-dire rigolo dans le sens où ce sont des thèmes peu abordés aussi dans nos églises, un peu comme les sex talks, au même niveau, vous voyez. Donc, donc je trouve ça super qu'on continue, qu'on finisse cette semaine de visio comme ça, avec le Saint-Esprit dont on a besoin, la rouar en chaque instant. Et je vous remercie beaucoup et on reste en contact. On continue à s'envoyer des mots, à travailler.